Je m'appelle René Galzin, je suis un ancien directeur du CLIOB. Je suis arrivé à Montréal en 1975 la première fois. Donc j'ai passé toute ma carrière ici au CLIOB. Vous m'entendez au fond? Ok. Donc cette conférence, je l'ai déjà faite à Bora Bora. Et Cécile Berthe, qui s'occupe de ces jeudis du savoir ou le mercredi du savoir, elle m'a demandé que je la refasse à Montréal. Donc on va parler de trois choses, de biologie, d'écologie des poissons, et ensuite on va parler de la pêche. Et on parlera essentiellement de la pêche à Bora Bora et à Montréal. Donc, pour parler de biologie, donc ça fait 15 minutes de biologie, 15 minutes d'écologie, 15 minutes de pêche. Donc, la biologie, donc en Polynésie, actuellement on vient de publier un papier sur le nombre d'espèces de poissons en Polynésie. Il y a 1301 espèces de poissons en Polynésie à l'époque actuelle. Donc, 1301 espèces de poissons. Premier problème, c'est ces poissons, donc 20 familles représentent 80% des espèces. Sur ces 20 familles, 10 sont des espèces de poissons dont la taille est inférieure à 10 cm. Donc c'est une des premières difficultés que l'on a quand on discute avec les pêcheurs ou avec les Polynésiens, c'est que moi, quand je parle de poissons, je parle de tout ça, alors que quand les Polynésiens parlent de poissons, ils parlent que des poissons qu'ils mangent. Donc ce n'est pas le même nombre d'espèces. Et pour vous expliquer ça, donc quand on met des noms à des choses, c'est qu'on met des noms à des choses qui nous intéressent. Je prends la famille des Atoti, qui sont des petits poissons dans les lagons, les demoiselles et tout ça. Il y a à peu près une centaine d'espèces, et les Polynésiens, toutes ces 100 espèces, ils ont le même nom. Ils appellent ça Atoti. Donc pour eux, c'est Atoti. En revanche, quand c'est des poissons qu'ils mangent et qui les intéressent, par exemple le hatouré et le hopérou, tout ça c'est la même espèce pour nous les scientifiques, mais pour les Polynésiens, ils ont deux noms différents. Parce qu'en fonction de la taille du poisson ou du sexe ou de la taille, etc., ils ont plusieurs noms. C'est vrai pour les perroquets, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, on s'aperçoit qu'on donne des noms aux choses qui nous intéressent. Donc, quand je reprends ces 20 familles-là qui représentent 80% des espèces, vous voyez qu'en rouge, c'est les espèces qui sont la taille de mon doigt, pas plus grand que ça. Et c'est quoi? C'est ici les gobidés, c'est après les blénidés, tout ça. Vous voyez que les espèces de poissons pour les Polynésiens, c'est les lujanidés, les carangues, etc. Donc attention, quand on parle de poissons, il y a deux sortes de poissons, ceux pour les scientifiques et ceux pour les Polynésiens qui les mangent. La façon que j'ai, moi, d'expliquer les poissons dans le lagon, que font les poissons dans le lagon? À mon avis, ils font trois choses. Ils cherchent un habitat, ils cherchent à se nourrir et ils cherchent à se reproduire. Pour moi, c'est les trois fonctions essentielles des poissons dans les îles de Polynésie française. Donc, on va voir ces trois fonctions. La recherche d'un habitat, on va le voir sur une échelle verticale. Vous avez ici le fond du lagon, avec le sable ou les graviers. Vous avez ensuite la patate de corail. Et ensuite, vous avez la pleine eau. Et donc, les poissons vont occuper tout cet espace dans les lagons. Donc, je vous montre quelques exemples de poissons. Vous avez ici un poisson qui vit sur les pentes externes. C'est un poisson qui est inférieur à 10 cm. Quand vous arrivez, hop, il replie sa dorsale sur le dos, il rentre dans son trou, et ce poisson, vous ne le voyez plus. Et c'est un poisson qui est très attractif pour les gens qui font de l'aquariologie. L'hématélotris magnifica, c'est un poisson qui se vend relativement cher sur le marché de l'aquariologie. Un autre exemple de poisson qui vit essentiellement posé sur le substrat, vous l'avez ici, vous l'avez tous reconnu, c'est le poisson-pierre que vous avez ici. Et donc, un poisson qui est parfaitement mimétique, qui se cache sur son substrat. Et si vous avez le malheur de marcher sur les 4 premières épines dorsales, il vous injecte le venin qui est assez douloureux. Donc maintenant, on arrive sur les poissons qui sont en relation avec la patate de corail, qui rentrent toujours dans la patate. On les voit rarement à l'extérieur, sauf quand ils sont en période de reproduction. C'est le fameux hapou des Polynésiens qui vit toujours dans les cavités.
mais quand il se reproduit au mois de juillet ou d'août, il fait des grands bancs et après on le voit en nombre autour des patates. Mais en général, il se met dans son trou, dans sa colonie. Vous avez ici des poissons qui sont spécialistes du trou, avec le hapaille, les encluses, et je ne sais pas si j'ai le i aussi, qui est un des poissons qui se met dans les cavités. Voilà. Tout ça, c'est des poissons qui sont toujours en relation avec les colonies de corail qui sont dans le lagon. Ensuite, on va sortir de ces colonies, on se met un peu sur les zones sableuses. Pour les patates qui relient les différentes îles, vous avez ici un banc de Lujan. Un peu plus loin, c'est les pailles chérées. Donc là, on arrive au sommet de la patate, au sommet de la colonne d'eau, et là, on commence à avoir des poissons qui peuvent se déplacer dans la masse d'eau et qui peuvent aller d'une patate à une autre. Et certaines espèces, certains requins ou certaines carangues sont même capables de migrer d'île en île. Mais ces poissons qui font de grandes migrations, il n'y en a pas énormément. Vous verrez après une diapo où je vous explique que les poissons sont inféodés à un territoire de 20 mètres carrés. Voilà d'autres carangues. Donc tous ces poissons qui ont colonisé toute la masse d'eau, ils ont adapté leur corps et leur coloration à l'habitat dans lequel ils se trouvent. Vous avez ici tous les poissons qui vivent posés sur le fond. Ils ont toujours le ventre blanc, puisqu'ils sont toujours posés sur le sédiment. Donc, je ne sais pas s'ils prennent jamais le soleil, mais le ventre est blanc. Et ils ont le dos un peu coloré, couleur sable et tout ça. C'est les poissons qui se dissimulent sur le sédiment, qui sont mimétiques avec le sédiment. Ça, c'est les poissons du bas. Ensuite, vous avez les poissons du haut. Les poissons du haut, on s'aperçoit quoi? C'est des poissons qui sont très fusiformes. Ils ont une petite queue et ils nagent très très vite dans l'eau. Et ils ont adopté une coloration contrastée. Le dos est bleu et le ventre est blanc. Pourquoi cette coloration? Parce que comme c'est les sardines ou les humains ou tout ça, quand ils sont pêchés par les oiseaux, s'ils ont le dos bleu, avec le soleil, les oiseaux ne les voient pas. Et le ventre blanc, les prédateurs qui sont dessous, les bonites ou les thons, avec le ventre blanc, le soleil en face, ils ne les voient pas non plus. Donc c'est une façon, une coloration pour eux de se déguiser dans la colonne d'eau. Et ensuite, au milieu, vous avez tous les poissons qui, eux, vont vivre en relation avec la patate de corail. Et ces poissons, ils sont quoi? Ils se sont aplatis latéralement. C'est des poissons qui nagent pas très vite. Et la façon pour eux de s'en sortir, c'est dès qu'il y a un prédateur qui arrive, c'est de nager et se mettre à l'abri dans la patate de corail. Et comme ça, ils ne sont pas prédatés par les prédateurs. Donc vous voyez que la notion d'habitat nous explique un peu la répartition des poissons dans le récif corallien. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors ça c'est quelque chose qui est très important, sur tous les poissons, 90% de ces poissons ont un territoire inférieur à 20 mètres carrés. C'est-à-dire 20 mètres carrés, ça fait 10 mètres sur 2, c'est la superficie ici de l'espace là où je suis, et donc les poissons, ils vivent toute leur vie dans un espace très petit comme ça. Donc, en termes de protection des récifs et de gestion des récifs, les scientifiques, on est très forts pour dire attention, si vous détruisez un espace, vous détruisez aussi les poissons qui sont là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas d'habitat pour aller réfugier, ou alors certains peuvent partir, mais il ne faut pas leur supprimer l'habitat, sinon les poissons ne sont plus là. Hop. Maintenant, donc, on va voir les régimes alimentaires. Donc, les régimes alimentaires, pour se rappeler, c'est très simple, 70% des poissons sont des poissons carnivores. Ils vont manger de la matière organique, biologique. Donc soit ils mangent des coraux, soit ils mangent du plancton, soit ils mangent des petits crustacés, ou soit ils vont se manger entre eux, ils sont piscivores. Donc 7 espèces sur 10 ont des régimes alimentaires carnivores. Ensuite, vous avez 15% d'espèces herbivores et 15% d'espèces omnivores. Pour la reproduction, 70% des espèces sont des espèces qui vont se reproduire avec des œufs pélagiques. C'est-à-dire, à un certain moment de l'année, les poissons vont se regrouper dans certains secteurs du récif. Soit ça va être la pleine lune, soit ça va être la nouvelle lune, soit ça va être les trucs polynésiens, que je ne sais pas dire.
Et donc ces poissons, ils se regroupent, ils attendent le moment propice, qui est déclenché par le soleil, par la lune, par les courants, par la température. En général, c'est une femelle qui monte la première à la surface de l'eau, et elle monte en tournoyant, et il y a tous les mâles qui la poursuivent. La femelle jette ses œufs dans l'eau, et les mâles arrosent les œufs avec le sperme, et après la fécondation se fait directement dans la masse d'eau. Donc ces poissons, 70% se reproduisent comme ça. Ensuite, il y en a 31% qui reproduisent avec des œufs benthiques. Là, vous le voyez, c'est essentiellement le oiri. S'il y a des gens là qui plongent, vous le voyez très bien. Quand vous arrivez à l'extérieur, qu'il y a un oiri qui avait son nid et tout ça, il vient vous mordre de suite parce qu'il protège ses œufs. Et ensuite, il y a 1% d'espèces vivipères, il n'y en a pas énormément, et c'est essentiellement les raies et les requins. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la première partie. La deuxième partie, on va parler d'écologie. Alors peut-être cette intervention, vous l'avez déjà eue, mais bon, je vous fais un petit rappel. Pour moi, quand les scientifiques qui travaillent sur les poissons, on va au lagon, les poissons, quand on relève un poisson sur la plaquette, on a 9 informations différentes. On donne le nombre d'espèces que l'on voit, le nombre d'individus. Les poissons, on les classe en fonction de la mobilité. Est-ce qu'ils sont territoriaux, sédentaires, mobiles, très mobiles? Est-ce que les poissons sont solitaires? Est-ce qu'ils sont en petits couples? Est-ce qu'ils sont en gros couples? On les note sur l'habitat dont on a parlé, les 7 habitats, du sol jusqu'à le pélagique. On regarde s'ils sont en régime diurne ou nocturne. On regarde comment ils se reproduisent. On regarde quelle est leur taille à l'état adulte. Et ensuite, on regarde quel est le régime alimentaire qu'ils ont. Donc, quand j'ai terminé ma thèse ici en Polynésie dans les années 84-85, je me suis rendu compte que les poissons quand même évoluaient sur l'île de Moorea en fonction du temps et tout ça. Donc, j'ai mis en place ici à Tiaoura, sur le secteur nord-ouest de l'île, 3,35 permanents sur le récif rangeant, le récif barrière et sur la pente externe. Et là, je regarde 2 fois par an, à la saison sèche et la saison humide, je regarde les poissons qui se trouvent dans ces 35 permanents. Et en même temps, je note les autres caractéristiques de l'habitat, le pourcentage de recouvrement de substrat, la température et les événements catastrophiques, cadastres, et tout ça. Et donc, moi, j'ai la conviction maintenant, après 50 ans de carrière en Polynésie française, que les drivers, que le fonctionnement du récif est soumis à une régulation d'un couple. Le couple, c'est quoi? C'est la taramea et le corail vivant. Donc, vous avez sur l'île de Moorea du corail qui pousse, qui devient de plus en plus luxuriant, et quand il y a beaucoup de corail sur un habitat, la catastère explose et va manger tout le corail. Et donc la catastère arrive et hop, ça râle le corail. Vous voyez ici l'effet de la catastère sur une patate d'acropore. Vous voyez là, elle est passée, elle a mangé tout ça. Et là, l'acropore est encore vivant. Et donc, j'ai quoi pour montrer que peut-être je ne me trompe pas avec ce truc? C'est que quand je regarde ma base de données qui a donc commencé dans les années 80 et qui est maintenant en 2026, on s'aperçoit qu'il y a eu 2 événements catastrophiques sur les récifs nord-ouest de Moorea. C'est l'infestation de taramea dans les années 81-82 et c'est de nouveau l'infestation de taramea ici dans les années 2010. Donc entre les 2 événements catastrophiques, le corail vivant continue à croître régulièrement. De temps en temps, bon, il y a un petit cyclone, ou il y a un petit blanchissement, ou il y a un petit truc qui fait réduire la croissance du corail, mais en gros, on peut dire que le corail croît en fonction de l'infestation des taraméas. Donc, une fois que ce couple est en place, une fois que la taramea a mangé le corail, vous avez tout le substrat qui est nu comme ça. Et ce substrat nu, il y a un deuxième couple après qui intervient, c'est le couple algues-corail. C'est-à-dire quand un substrat est nu comme ça, il y a des larves qui sont dans l'eau, il y a des larves de corail et il y a des larves des algues, et là c'est une compétition pour l'espace.
C'est le premier qui arrive, qui se pose sur ce substrat vierge et qui colonise ce substrat. Et donc, on s'aperçoit ici qu'on va passer d'un récif corallien très luxuriant, la Taraméa arrive, et après, on peut passer à un récif algal. Pourquoi on passe à un récif algal? Parce que quand le corail diminue, c'est les algues qui arrivent. Sauf que dans cette compétition pour l'espace, il y a un troisième groupe qui intervient. Maintenant, c'est une compétition entre les herbivores et les algues. C'est-à-dire, quand les algues commencent à arriver ici, si vous avez un fort pouvoir de résilience donné par les animaux herbivores qui vont pouvoir manger ce petit feutrage algal, les récifs coralliens redémarrent comme un récif corallien et on évite la prolifération des algues. Et donc, ces compartiments herbivores qui vont protéger, qui vont empêcher les algues de venir proliférer sur le récif, c'est certains coquillages, comme les maois, les paois, les trocas, c'est les limaces de mer, c'est les vanas et c'est les poissons. C'est les 4 compartiments herbivores qui vont aller protéger le récif et empêcher la prolifération des algues. Et alors, ce qu'on s'est aperçu avant la base de données, c'est que quand il y a eu les phénomènes en 81 et en 2010 ici, il y a 2 compartiments différents d'herbivorie qui sont intervenus. En 81, les poissons qui ont contrôlé l'expansion des algues, c'est essentiellement les chirurgiens, les Manini, qui ont suivi l'augmentation des algues et qui ont débarrassé tout le récif des algues. Et ici, dans les années 2015, c'est les poissons perroquets qui, eux, ont assuré le contrôle de la prolifération des algues ici sur le récif de Moorea. Donc, je vous ai représenté sur cette diapositive tous les poissons herbivores que nous avons ici sur les récifs de Moorea et qui vont contrôler cette prolifération des algues quand il y a eu une infestation. C'est d'abord les poissons qu'on appelle des excavateurs. S'il y a des gens qui plongent ici, quand vous êtes en plongée, c'est les poissons que vous entendez casser les cailloux et qui broient les cailloux avec leurs grosses dents et qui récupèrent un peu le feutrage algal qui est dans les cailloux et qui mangent de ça. Donc c'est les excavateurs. Ensuite, vous avez les racleurs. Là, vous le voyez aussi pour les plongeurs, quand vous allez sur des grosses patates de Porites, vous voyez des traits blancs sur le corail. C'est ces poissons-là qui, avec leurs dents, raclent le corail et récupèrent la matière algale qui se trouve là-dessus. Ensuite, vous avez les brouteurs. Donc les brouteurs, là, pour les gens qui connaissent un peu l'élevage, c'est les animaux qui vont brouter, c'est-à-dire le poisson se met la tête en bas, il a queue en l'air et il va brouter toutes les herbes qui se trouvent sur le récif. Et ensuite, vous avez les paisseurs. Les paisseurs, c'est des poissons qui ont des dents mobiles et qui vont, avec les dents, peigner le corail, peigner les algues et récupérer un peu la matière qui se trouve dans les algues et qui se nourrissent avec ça. Alors, tous ces poissons qui ont... C'est le même rôle fonctionnel, c'est-à-dire tous, ils mangent des algues, mais ils ont adapté leur dentition en fonction des algues qu'ils vont manger. Donc vous voyez maintenant, on va travailler ici au CRIOB sur ces dentitions et regarder comment se répartissent les poissons avec le différent matériel dentaire qu'ils ont développé pour aller extraire les algues du lagon. Vous voyez, vous avez ici les noms, vous avez les dents du Umetarai, du Maito, du Oturi, du Maito. Et ces dents ici, c'est comme des peignes, c'est des dents qui vont... et toutes ces dents vont évoluer dans le régime animal entre les brouteurs racleurs, les brouteurs et les stribores et les déstribores. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie, qui est la pêche. Dans la pêche, il n'y a pas d'aliote en Polynésie, donc je peux faire mes cours d'aliote très simplistes. Donc pour moi, la gestion de la pêche, c'est quoi? Donc vous avez ici l'île de Bora Bora, où on peut mettre l'île de Moorea. On met 20 poissons dans le lagon. Donc les poissons à l'état adulte, ils vivent que dans le lagon, ils ne se déplacent pas d'une île à l'autre. Donc vous mettez 20 poissons, 20 000 tonnes, 20 kilos, 20 nanomètres, vous mettez ce que vous voulez, sur l'unité c'est 20. Donc qu'est-ce qui se passe chaque année? Sur ces 20 poissons, il y en a qui vont mourir. On appelle ça la mortalité. Donc les causes de mortalité des poissons, c'est en termes d'haliotique, c'est Z, c'est la mortalité naturelle, les poissons qui sont trop vieux, qui sont malades, et c'est P, c'est la mortalité par pêche.
Donc, si vous avez 20 poissons, vous en enlevez 5, il vous reste 15 poissons dans la pêcherie. Qu'est-ce qu'il arrive chaque année dans les îles? C'est qu'en même temps, il y a ce qu'on appelle le recrutement. C'est-à-dire, les poissons vont se reproduire, il y a des petits bébés qui arrivent, et donc, si d'un côté, j'en fais disparaître 5, et de l'autre côté, j'en fais rentrer 5, votre stock est équilibré. Donc, vous pouvez continuer à gérer votre stock comme ça, année après année. Vous avez toujours 20 poissons dans le lagon de Moorea, et vous pouvez pêcher comme ça. Donc, les déséquilibres viennent d'où? C'est que, d'une part, si on augmente trop la mortalité par pêche, on va faire diminuer notre stock. Donc ça, c'est mettre en place des paramètres de contrôle des pêches. Attention de ne pas trop pêcher, de limiter les stocks, de limiter les périodes de pêche, etc., etc. Et la deuxième façon de contrôler les stocks, c'est de regarder ce qui se passe sur le recrutement. Donc j'ai oublié de vous dire, mais vous avez compris, donc tous les poissons à l'état adulte sont inféodés dans votre lagon, ils vont se reproduire, les œufs partent dans l'océan, ça fait des petits bébés, les petits bébés se transforment, et puis ces petits bébés, ils rentrent en surf par-dessus la crête. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le lagon, ils viennent passer les 10 premières, enfin une semaine à 2 semaines, ici, sur les zones frangeantes de l'île. Et c'est là, donc pour le moment, nous les scientifiques, cette phase océanique, on est incapable de la gérer, on ne sait pas le contrôler, on ne sait pas diminuer les mortalités, on ne sait pas faire. Peut-être un jour on y arrivera, mais pour moi on n'y arrivera pas. Mais on commence à intervenir sur la reproduction et sur le recrutement. Et actuellement, ce qui nous inquiète, et ce qu'on a mis en place dans le cadre du PGM, c'est que ces petits poissons, quand ils ont fini leur métamorphose et qu'ils viennent se réfugier ici sur les zones frangeantes, avec le développement des îles, voilà les zones où viennent se réfugier d'habitude. C'est des zones sableuses, très peu profondes, qui sont riches en matière organique et où les gros prédateurs, les carangues, les requins, tout ça, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais maintenant, les îles, des aménagements comme ça, c'est fini. À Moorea, par exemple, on retrouve, voilà ce que vous trouvez comme un aménagement. On fait des wharfs, on fait des remblais, on fait des trucs comme ça, des grosses murailles. Et là, les prédateurs viennent facilement au bord et tous les poissons, les juvéniles de poissons qui arrivent pour recruter, mais ils ne peuvent plus recruter parce qu'ils se font manger par les prédateurs. Donc, on a ce qu'on a fait dans le cadre du PGM, on a essayé de résoudre le problème par les deux bouts, on essaye de limiter les pêches ou de contrôler les pêches et on essaye de contrôler les aménagements locaux. Donc maintenant, on va parler sur les chiffres un peu de pêche on arrive. D'abord, je le redis, deuxième fois, il n'y a pas d'aliotes en Polynésie. Les aliotes, c'est quoi? C'est des gens qui manipulent des modèles d'exploitation et qui vous disent, attention, on peut pêcher tant de poissons et tout ça. En Polynésie, il n'y a jamais eu d'aliotes de présents en Polynésie pour gérer ces problèmes. Donc soit c'est les biologistes qui le font, soit on essaye avec des statistiques de pêche. Donc là, je viens de publier un papier dans les ficheries statistiques de la CPS à Nouméa, dont on a 1300 espèces de poissons. Sur ces 1300 espèces de poissons, il y en a 1048 qui sont dans le lagon ou qui sont aux abords des îles. Vous avez 175 espèces de parous, 52 poissons qui vivent dans la pélagique, dans la haute mer, et il y a 27 espèces de poissons qui peuplent les rivières de Polynésie française. On a les espèces endémiques. Vous savez ce que c'est une espèce endémique? C'est une espèce qui vit dans une île et qui vit que là. Donc si vous faites une dégradation de l'habitat de 20 mètres carrés où il y a cette espèce endémique, vous lui supprimez son habitat, mais cette espèce disparaît au monde, elle n'existe plus. Donc les espèces endémiques sont les plus importantes aux Marquises, avec pratiquement 15% d'espèces endémiques. Quand on regarde les captures effectuées en Polynésie française en 2019, on s'aperçoit qu'en Polynésie française, en 2019, il a été pêché 13 000 tonnes de poissons dans l'année. Ces pêches, c'est quoi? C'est 6 600 tonnes de poissons hauturiers. Pour nous, la pêche hauturière, c'est des pêcheurs qui partent en mer pour plus d'une nuit, qui passent au moins une nuit en mer. Donc 6 600 tonnes.
Il y a 2200 tonnes de poissons qui sont pêchés côtiers, c'est essentiellement les petits mararas ou les poissons qui pêchent aux alentours des îles. Il y a 4300 tonnes de poissons lagonaires et il y a 23 tonnes de poissons d'aquaculture, avec le parapéoué et le barramundi, je ne sais pas s'il est compté là-dedans ou pas. Quand on regarde ces exploitations, donc 6600 tonnes de poissons, c'est lesquels cela? 6600 tonnes, c'est les poissons hauturiers. Donc, ces poissons hauturiers, voilà, il y a 86% de ces poissons hauturiers qui sont des thonidés. Donc, pour les Tahitiens, vous avez ici les 3 espèces principales de thon qui sont pêchées en Polynésie française, l'albacore, le yellowfin et le bigeye, qui représentent 96% des captures de poissons hauturiers. Ensuite, vous avez le rat, le waoul, etc. On arrive à 6600 tonnes. Maintenant, je vais arriver aux chiffres de Bora Bora, et après, on va comparer les chiffres de Bora Bora avec les chiffres que l'on peut obtenir sur Moorea. Quand on regarde les 2200 tonnes de poissons lagonaires qui sont pêchés, on s'aperçoit qu'un quart de ces poissons lagonaires sont pêchés à Bora Bora. Donc ça me semble beaucoup. J'essaye, alors je ne sais pas pourquoi, mais Bora Bora pêche énormément de poissons côtiers. Et parmi ces poissons côtiers, voilà les répartitions, il y a aussi beaucoup de thon. Voilà les répartitions des poissons qui sont pêchés côtiers à Bora Bora. Quand on regarde maintenant les consommations de poissons en Polynésie française, donc on s'aperçoit que c'est au Tuamotu qui consomme le plus de poissons, 150 kg par habitat et par an, à Tuvalu 110, la moyenne sur tous les archipels de la Polynésie c'est 70, à Bora Bora c'est 44, Nouvelle-Calédonie 26, Marquise 22. Je n'ai pas les chiffres de Moorea, alors il faudra peut-être qu'un jour je mette les chiffres de Moorea. Quand on regarde maintenant les résultats des activités de pêche que l'on a eues à Bora Bora, on s'aperçoit qu'à Bora Bora, les pêcheurs de Bora Bora utilisent 5 lieux de pêche différents. Ils pêchent dans l'océan, ils pêchent dans la passe, ils pêchent sur le récif, ils pêchent dans le lagon et ils pêchent sur le côtier. Vous avez ici le nombre de pêcheurs, je vais vous expliquer après, je vais revenir un peu sur chacune des pêches. Sur les 10 000 habitants que l'on a en 2017 à Bora Bora, il n'y a que 83 pêcheurs qui sortent au moins 3 jours par semaine. C'est-à-dire ce que la DRM appelle les vrais pêcheurs, qui ont des licences de pêche et tout ça, c'est les vrais pêcheurs polynésiens. Ensuite, vous avez 1200 pêcheurs qui font pas, c'est pas leur principale activité nourricière à la pêche, et ils sortent comme ça, 1 à 2 jours par semaine. Et à Bora Bora, on a localisé tout autour de l'île et sur les Motus plus de 700 localisations de bateaux de pêche ou d'infrastructures de pêche sur le pourtour de l'île de Bora Bora. Donc maintenant, pour en revenir sur la pêche, donc, les pêcheurs dans l'océan, ils pêchent essentiellement en fonction des saisons, mais ils pêchent aussi en fonction du porte-monnaie. Parce que pour pêcher dans l'océan, il faut mettre de l'essence dans le moteur, et quand ils n'ont pas d'essence à mettre dans le moteur, ben, ils ne vont pas pêcher. Donc les 2 facteurs limitants de la pêche à l'océan, c'est la saison et l'essence. Donc dans la passe de Bora Bora, elle est fréquentée par les pêcheurs hauturiers. Quand ils rentrent dans le lagon, quand ils sont bredouilles, ils s'arrêtent dans la passe, ils pêchent dans la passe. Pourquoi j'explique que la pêche côtière à Bora Bora est importante? Parce que les pêcheurs, quand ils vont pêcher à l'extérieur, le maï-maï, les petits thons, le thon rouge, tout ça, et quand ils remplissent le bateau, de suite, avant de rentrer dans le lagon, ils appellent les hôtels, et avant de rentrer chez eux à la maison, ils donnent leurs poissons directement aux hôtels qui sont répartis essentiellement tout autour du lagon ici. Donc le pêcheur, il va dans l'océan, il rentre dans la passe, et hop, avant d'arriver à sa maison pour faire autre chose, il a vendu son poisson, il s'est débarrassé du poisson. Et c'est pour ça que je pense que la pêche côtière est très importante sur Bora Bora. Et parce que les hôtels, ils n'achètent pas les poissons lagonaires. Ils se méfient trop de la ciguatera, etc., etc. Donc les hôtels, ils se nourrissent essentiellement de poissons de l'extérieur.
dans la passe, dont la passe est fréquentée par les pêcheurs hauturiers quand ils sont bredouilles à l'extérieur, par les plongeurs, les chasseurs. Et puis, il y a eu un problème de thomité, alors je ne sais pas comment les Polynésiens appellent ça, c'est qu'il y a eu un partage des attributions de pêche dans la passe de Bora Bora, et actuellement, il y a 4 pêcheurs qui se partagent la mise en place des filets sur la passe de Bora Bora. Et c'est eux qui gèrent essentiellement la pêche à Bora Bora. Ensuite, vous avez la pêche sur le récif. La pêche sur le récif, elle est essentiellement pratiquée par les Polynésiens qui vivent encore sur ce grand motu, ici, où il n'y a pas trop d'hôtels, et qui vont pêcher la nuit entre le motu et la barrière récifale. Et là, ils pêchent les loches de haut niveau, ils pêchent les pawas, ils pêchent les mawas, ils pêchent les langoustes, les tianets, et il y a une pêche de platiers de récif assez importante au niveau de ce récif. Ensuite, il y a une pêche dans le lagon, mais cette pêche dans le lagon, donc je vais vous dire, cette pêche dans le lagon a beaucoup diminué. Elle a diminué pour 2 raisons. On verra qu'à Bora Bora, il y a une grosse migration de poissons qui s'effectue par la passe, et les pêcheurs commencent à dire que cette passe, maintenant, est trop perturbée par les bateaux de croisière. C'est trop fréquenté avec les bateaux de croisière, il y a trop de trafic dans cette passe unique de Bora Bora, et les poissons sont maintenant gênés par ces bruits de bateaux, et ils fréquentent beaucoup moins la passe de Bora Bora. Donc, premier signe d'inquiétude des pêcheurs à Bora Bora, c'est l'extension du bruit ici dans la passe de Bora Bora. Et deuxième signe d'inquiétude, c'est qu'à Bora Bora, jusqu'à présent, les pêcheurs pêchaient beaucoup ici au sud de ce motu, je ne sais plus comment il s'appelle, et ici, c'est là où s'est installé l'hôtel Conrad. Et depuis que l'hôtel Conrad est installé, il y a de nouveau pareil, des mouvements de pirogues qui viennent chercher les touristes à l'hôtel pour les emmener sur le récif. Et là, ce lieu de pêche où les pêcheurs mettaient des filets, tout ça, il est moins fréquenté. Donc il y a actuellement, la pêche dans le lagon diminue beaucoup sur Bora Bora. Et puis il y a la pêche des poissons côtiers qui est anecdotique, des gens qui, sur l'île, le soir, mettent le lancer à l'eau, pêchent un peu les petits houmas ou les pailles qui passent. Donc voilà les mouvements de poissons sur le lagon de Bora Bora. Donc on les a identifiés avec 7 mouvements de poissons. Il y a d'abord la passe. La passe, donc, elle est très fréquentée à Bora Bora par les pêcheurs quand ils ne sont pas en conflit avec les bateaux qui passent et tout ça. Il y a une famille de pêcheurs donc, qui met les filets et cette pêche au filet est très tributaire des saisons. Donc on verra après que dans la passe de Bora Bora rentrent les Aturés et les Pérou qui viennent après se déplacer, qui vont soit au nord, au point 2, soit au sud, au point numéro 5. On va y revenir après en conclusion de cette conférence. Ensuite, il y a une zone de concentration de période ici, chez Feu, au point 2. Au 3, c'est ici les Aturés qui viennent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait maintenant un problème de trop de bruit ici à la passe et de trop de trucs. Et il semblerait que les poissons commencent à changer un peu leurs habitudes de déplacement dans le lagon de Bora Bora. Et ils rentrent maintenant dans le lagon, ici, par le motu sud. Il y a ici ce qu'ils appellent une fausse passe. Il y a beaucoup de poissons qui rentrent par là, qui migrent après ici, et hop, qui se retrouvent sur le sud. Donc c'est le point 4. Le point 5, je vais vous expliquer après ce que c'est. Ça, c'est le phare, et après, ça remonte ici. Donc actuellement, à Bora Bora, donc, ils sont envieux de ce qu'on a mis en place à Montréal avec le PGM et tout ça. Et à Bora Bora, ils sont en train de mettre en place aussi un système de protection qu'ils vont appeler le RAWI. Et le RAWI, qui va le mettre en place à Bora Bora, il va se situer ici, à cet endroit. Donc pourquoi ils vont se situer à cet endroit? Parce qu'ils sont conscients, des gens de Bora Bora, qu'un des problèmes que l'on a eu avec le PGM de Montréal, c'est un problème de surveillance de ce PGM. Et eux, ils disent que là, en mettant le RAWI ici, ça va être à la vue de tout le monde. Et ils verront de suite s'il y a des bateaux qui vont rentrer dans le RAWI ou s'il n'y a pas de bateaux qui vont rentrer. Donc c'est le premier raisonnement qu'ils ont eu pour positionner le RAWI à cet endroit. Maintenant, donc, on essaye d'obtenir des chiffres sur les captures de poissons sur ces îles. Donc, nous, les biologistes, enfin,
les biologistes et écologistes, on a des moyens d'arriver à des chiffres. C'est par exemple en travaillant avec les écoles. Donc là, on envoie les enfants dans les écoles, on distribue des formulaires et on leur demande qu'est-ce que vous avez mangé à la maison pendant toute la semaine. Et ils nous ramassent les feuilles et là, on arrive à avoir des niveaux de consommation de poissons. Et en faisant ces enquêtes, à Bora Bora, on est arrivé à un chiffre de 327 tonnes de poissons consommés par an. Ensuite, un deuxième moyen que l'on a de trouver des chiffres, c'est de travailler sur les CPUE, c'est-à-dire sur les taux de capture. Et ça, c'est des prises par unité d'effort. Donc, à Bora Bora, on a estimé que chaque sortie des pêcheurs, ils pêchaient 2,7 kg par sortie. Et donc, on arrive à un chiffre de 410 tonnes par an de poissons pêchés dans le lagon et sur les extérieurs de Bora Bora. Et ensuite, on a une troisième façon de travailler. Ça, c'est en travaillant avec les comptages que l'on fait les biologistes. On compte le nombre de poissons. Les poissons, après, avec leur taille, on connaît le poids, les kilos. Donc, avec le nombre et le poids, on a les biomasses. Ensuite, on travaille sur la croissance des poissons, c'est-à-dire un petit poisson devient grand, etc., etc. On travaille sur la croissance. Et avec ça, on a une production. Et cette production, on arrive à obtenir ce qu'on appelle le MSU. Et on est à 6,5 tonnes par kilo et par an. Et à Bora Bora, donc Christian m'a demandé le périmètre du lagon de Bora Bora, c'est 32 km². Donc avec ce chiffre, on arrive à un chiffre de 208 tonnes par an. Donc ces trois chiffres, si on fait la moyenne, on arrive à un chiffre de 330 tonnes de poissons lagonaires et côtiers pêchés par an sur Bora Bora. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, attention, les biologistes, vous travaillez tout ça, mais est-ce que vous êtes capable de nous dire si la pêche est équilibrée ou pas? On a un moyen de savoir si la pêche est équilibrée. Donc, on a travaillé à Bora Bora sur les 10 principales espèces de poissons qui sont pêchés dans le lagon de Bora Bora. Et sur ces poissons, on a ouvert, on a regardé les gonades, et on travaille sur ce qu'on appelle l'état de maturité sexuelle. Et en principe, les biologistes ont dit qu'un poisson ne peut pas être pêché tant qu'il n'a pas atteint 50% de sa taille de maturité sexuelle. Donc on s'aperçoit qu'à Bora Bora, en travaillant sur les chiffres de pêche, sur les 10 espèces, on en a déjà 2 qui dépassent 50%, qui sont ici le paati et le mou. Ces 2 espèces qui commencent, alors que la pêche encore à Bora Bora est équilibrée, ces 2 espèces commencent à être un peu surexploitées sur le lagon de Bora Bora. Et ensuite, il y a 3 espèces, le taïa, l'oriba et le parai, qui, eux, commencent à être pêchés à des tailles trop petites. C'est-à-dire on les pêche en deçà de leur taille de reproduction, et donc c'est pas bien. Une pêche qui tape trop sur les poissons qui ne se sont pas reproduits, on va affaiblir le nombre de poissons dans les lagons. Donc ici, le tableau que vous allez attendre, c'est comparer les chiffres de Moorea et de Bora Bora. Donc vous avez les mêmes chiffres. Et je vous ai mis en jaune ce qui est supérieur à Moorea par rapport à Bora Bora. Donc on s'aperçoit, le nombre d'habitants, il y en a 65% de plus à Moorea. Nombre de pêcheurs, il y a 3 fois plus de pêcheurs à Moorea qu'à Bora Bora. Densité des pêcheurs, 4 fois plus de densité de pêcheurs à Moorea qu'à Bora Bora. Sortie de pêche, 3 fois plus de sorties de pêche à Moorea par rapport à Bora Bora. L'unité d'effort est plus importante à Bora Bora qu'à Moorea. À Bora Bora, ils arrivent à pêcher 2,7 kg par sortie, alors qu'à Moorea, le nombre de kilos par sortie a été estimé à 1,6 kg. Le tonnage annuel, donc 330 tonnes à Bora Bora, 490 tonnes à Moorea. Prise annuelle, 2 fois plus de prise annuelle à Moorea. Biomasse estimée 2 fois plus à Moorea. Et prise maximale équilibrée, 4 fois plus à Moorea. Et débarquement, donc on débarque 28 kg par habitant et par an sur Moorea, alors qu'il débarque 35 kg par habitant et par an sur Bora Bora. Donc maintenant, je vais arriver à ces chiffres qui vont un peu titiller, mais il n'y a pas de public que je voulais dans la salle, donc je ne titillerai pas beaucoup de monde, sauf peut-être une personne qui est 1, 2, 3, qui est au 4e rang ou au 3e rang. Donc je regarde maintenant les chiffres, je vous les ai vus ces chiffres. C'est les chiffres de 2019.
Là, sont sortis il y a quelques jours les chiffres de 2022. Donc, première constatation que je fais, c'est que les chiffres des poissons lagonaires sont toujours les mêmes. Et quand on regarde les statistiques de pêche qui sont en principe collectées par la Direction des ressources marines à Faraouté, on s'aperçoit que depuis les années 2000, le service de la pêche ne collecte plus les statistiques de pêche. Ce chiffre de 4300 tonnes, c'est le même qui est donné depuis les années 2020. Donc, maintenant, deuxième constatation que l'on fait, donc vous avez les tonnages ici qui ont été pêchés, 13 000 tonnes, et en dessous, j'ai mis l'argent que consacrent les autorités polynésiennes à ces différents types d'activités. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur les poissons hauturiers. Je ne prends qu'un exemple, c'est les 100 bateaux de pêche de flosse qui ont été en Chine, donc ça a dû coûter quand même un bonbon. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur l'aquaculture, qui nous sort 10 à 20 tonnes par an. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur le côtier, avec les aides à l'essence, etc., etc. Et moi, je m'insurge, je dis au service des pêches, je dis au ministre de la Pêche, je dis à beaucoup de monde, maintenant je ne suis plus rien au CRIOB, donc ma parole c'est un peu plus libérée qu'avant, et je dis attention, il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont faits sur les poissons lagonaires. Et il y a Darmanin qui est venu ici, ou Darmarin, je ne sais plus comment on dit, qui a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est que si un jour la Polynésie veut l'indépendance, à mon avis, l'indépendance ne peut passer que par une autosuffisance des secteurs primaires. Et les secteurs primaires, c'est quoi? C'est le fa'apu et c'est la pêche. Donc moi, je travaille sur les poissons du lagon, et mon leitmotiv, c'est de dire, attention, s'il y a des Polynésiens qui ne sont pas capables de suivre le développement économique de l'île et tout ça, il faut faire en sorte qu'il continue à rester du poisson dans le lagon de Montréal pour que le Polynésien puisse prendre sa canne à pêche, sa pirogue et son fusil et aller chercher son poisson au lagon pour pouvoir manger. Donc s'il a un coin de fa'apu où il peut manger son fa'apu, s'il a un coin du lagon où il peut pêcher du poisson, à mon avis, on aura bien travaillé pour les populations polynésiennes. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui a suivi le raisonnement dans la salle, vous allez me poser la question, mais c'est bien joli de dire ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la pêche lagonaire? Donc j'attendais que quelqu'un me pose la question. Et donc, moi je suis né dans la religion un peu catholique, donc je vous fais maintenant je vous fais les 10 commandements de Galzin pour travailler sur la pêche lagonaire. Donc mes 10 commandements, c'est quoi? C'est le film de Cécile B. 2000, là, les 10 commandements. C'est premièrement, il faut protéger la ressource. Donc protéger la ressource, en Polynésie, on parle ici à Montréal, on a fait le PGM, maintenant on parle de Raoui, le service de la pêche parle de zones protégées de ZPR, on parle de réserves de biosphère, de Fakarava, etc., etc. Il y a différents moyens de protéger la ressource. Mais vient de suite le point numéro 2, attention, protéger la ressource, ce n'est pas faire une protection sur papier. Quand on a pris un arrêté de protection, il faut mettre en place des mesures d'application et de surveillance de cette interdiction. Et à mon avis, une des raisons qui a fait que le PGM de Montréal n'a pas très bien été accepté et tout ça, c'est qu'on n'avait pas assez mis de mesures coercitives pour la surveillance de ce qui se passe sur le lagon de Montréal. Moi, j'ai souvenir de personnes qui me disaient qu'ils habitent à Tiaoura, toute la nuit, il y a plein de bateaux qui sont sur le lagon, zone protégée, et on voit les gens qui pêchent. J'ai des collègues qui travaillent à l'hôpital de Afaraïtou qui me disent, les mamans, quand elles vont se faire soigner, elles me disent, mon mari, quand il veut du poisson, il va dans les aires marines protégées et il ramène une belle pêche. Donc, il n'y a pas eu assez de mesures coercitives de prise sur la pêche, sur le respect des trucs. À mon avis, il faut respecter les tailles de première maturité sexuelle. C'est inadmissible de pêcher des poissons qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. Il faut mettre en place des mesures de taille de poisson et donc maintenant on est capable de le faire. On a fait des papiers sur Montréal, on a fait des papiers sur Bora Bora. On est capable maintenant d'estimer des tailles de pêche des principaux poissons qui sont pêchés dans les eaux polynésiennes. Donc attention, il ne faut pas pêcher les poissons quand ils sont trop petits. Il faut respecter les tailles minimales de vente sur les touilles. Vous êtes sûrement effrayés comme moi, quand on fait le tour de l'île de Montréal, quand on voit des poissons qui mis sur les touilles, on voit des fois des i, des taraos, des trucs comme ça, qui sont risibles. C'est des tailles qui devraient ne pas être mises en place sur le marché. Et on pense que, comme ça se fait dans beaucoup d'îles autour du monde, c'est que pour contrôler
ces tailles de première maturité sexuelle, et pour respecter les tailles minimales de vente sur les TUI, il faudrait qu'on arrive à proposer des endroits uniques de vente du poisson, c'est-à-dire des halles où on vend le poisson. Et là, les municipalités pourraient mettre en place des fonctionnaires municipaux, tout ça, qui contrôlent d'où vient la pêche, qui contrôlent les tailles, qui contrôlent les trucs et tout ça. Et on pourrait mieux contrôler les poissons qui sont vendus. Ensuite, mon point 6, mon commandement 6, c'est respecter les zones côtières favorables aux jeunes poissons. Donc ici à Montréal, on les connaît, c'est des endroits où il y a des mangroves, des endroits où il y a encore des herbes qui poussent au bord du lagon, des endroits peu profonds et tout. Il faut arrêter, il faut continuer à protéger ces zones. Ensuite, donc là, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans l'île, mais là, je vais me faire tirer les oreilles, mais tant pis, hein, il faut se mouiller. Moi, je serais pour l'interdiction de la pêche au houma. La pêche au houma, vous savez que c'est une pêche qui se pratique au bord de la plage avec un filet, avec une maille d'1 centimètre. Et quand on a mis en place le PGM il y a 30 ans de ça, les pêcheurs nous ont dit non, il ne faut pas interdire la pêche au houma, parce que pour nous, les Polynésiens, la pêche au houma est une pêche très importante. Parce qu'on se sert du houma pour le mettre au bout d'un hameçon et pour aller pêcher après les bonites ou les pailles ou des trucs comme ça. Donc là, ils ont insisté, et on n'a pas pu interdire la pêche au houma. Maintenant, ce qui se passe à Montréal, quand on va pêcher au bord du truc, quand on voit des mamas ou des papas déployer les filets de houma, surtout en période maintenant, novembre, décembre, janvier, février, ils attrapent certes les houmas, mais avec les houmas, il y a des petits païchérés, il y a des petits marabas, il y a des petits houmets, il y a des petits houmetalaï, et on voit les mamas maintenant qui vendent des pots de friture comme on a en métropole, et on vend ces petits poissons comme en friture. Et ça va être une catastrophe. Si on pêche trop les petits poissons, on n'aura pas des gros poissons dans le lagon. Donc, à mon avis, moi je serais pour une interdiction de la pêche au houma, mais ça je sais que j'y arriverai pas et je vais me faire triper. Ensuite, le point 8, c'est que je pense qu'il faudrait interdire la pêche de nuit. Dans une première étape, je le mettrai dans l'océan, mais peut-être après il faudra le mettre dans le lagon. Mais là aussi, je vais me faire étriper par les pêcheurs, mais bon, il faut bien y aller. Ensuite, je pense qu'il faut créer une chaire de l'halieutique en Polynésie. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a l'université qui a été créée, il y a l'IRD, il y a le CRIOP et tout ça. Il n'y a aucun organisme de recherche POPA ou polynésien qui n'a été capable de créer quelqu'un qui contrôle les pêches. Alors en Polynésie, on fait les beaux, on dit on va gérer la ressource, mais de suite, quand on me dit ça, vous allez gérer la ressource, mais c'est quoi la ressource? Vous la connaissez? On ne la connaît pas, la ressource. Il n'y a personne qui est capable de nous dire, voilà, en Polynésie, il y a tant de poissons, on peut en pêcher tant par an, il faut limiter les tailles, il faut faire... Il n'y a personne qui nous le dit, ça. Donc en Polynésie, alors moi je m'insurge contre l'université, il n'y a pas de gens de l'université, il y a eu des chaires qui ont été créées. La dernière chaire de créer, ça a été quelqu'un qui travaille sur les sciences orientales. C'est-à-dire, et donc c'est un prof qui est spécialiste de ça et qui est venu en poste en Polynésie française. Merde, on a besoin de l'aliote en Polynésie, quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut qu'on fasse sur la pêche. Et ensuite, bon, j'essaye de titiller mes collègues de la DRM et je ne comprends pas pourquoi, et là peut-être quelqu'un va me répondre dans la salle, pourquoi la DRM ne collecte plus les statistiques de pêche en Polynésie française. Donc maintenant, j'ai presque fini de parler. Hop, j'ai perdu mon truc, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc maintenant, c'est moi qui vais vous poser une question. Donc vous avez ici deux poissons. Le Atoulet au raré, c'est la même espèce, c'est l'Archimnophthalmus. Vous avez ensuite le Haut-Pérou, ça peut être ces trois espèces, on ne sait pas laquelle c'est. Ces poissons, normalement, ils vivent dans l'océan. Ils sont dans l'océan, mais de temps en temps, dans l'année, ces poissons, ils rentrent dans le lagon. Donc, question que je pose, les Atoulet au raré sont des poissons pélagiques qui rentrent dans les lagons de Montréal. Ils rentrent quand? Ils rentrent pour quoi faire? Et ils vont où dans le lagon? Première question. Même question pour les Haut-Pérou. Troisième question, une fois qu'on aura répondu à ces deux, est-ce qu'on peut obtenir des chiffres de ces pêches de ces poissons en disant mais chaque année on peut pêcher 40 tonnes par an et après on arrête, donc il faut avoir des chiffres de trucs. Et quatrième question, il faut qu'on travaille sur cette espèce, le Haut-Pérou. C'est quoi qu'on appelle Haut-Pérou? C'est Decaptirus macarellus, Macrosoma ou Pinnulatus? On ne sait pas. Donc, si vous avez des réponses à ces trois questions, ou ces quatre questions, ben, je suis preneur.
Moi, j'ai une idée, mais j'aimerais d'abord vous entendre. Et puis, bon, j'ai presque terminé. Je reviendrai sur la diapo. Moi, j'ai des idées avec ça là-bas. Et je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas été trop bavard, non, ça va? Merci.